بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. C'est avec un immense plaisir que nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui à l'étude de quelques aspects pratiques de la procédure civile, surtout en ce qui concerne l'action en justice, la notification, les jugements et la compétence. Et on va essayer de répondre aux questions pratiques, bien sûr, et pointues dans les aspects que je viens de citer. Alors, en ce qui concerne l'action en justice, comme on a déjà expliqué, nécessite l'intérêt, la qualité et la capacité. Mais comment doit être l'intérêt? Donc, l'intérêt doit exister, doit être légitime, doit être né et actuel, et il doit être direct et personnel, et bien sûr, l'intérêt relève de l'ordre public. Est-ce que l'intérêt futur et éventuel suffit? Bien sûr, l'intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice, sauf dans des cas bien précis. C'est les actions déclaratoires, les actions interrogatoires et les actions provocatoires. La loi, est-ce qu'il peut restreindre le droit d'agir en justice en le limitant à certaines personnes? Bien sûr que oui. Le vice de consentement, par exemple, c'est seule la victime qui a la qualité. Les copropriétaires, le locataire peut avoir l'intérêt d'annuler une assemblée, de demander l'annulation d'une assemblée générale, mais il n'a pas la qualité parce qu'il n'est pas propriétaire. Donc, il est locataire, mais dans le cadre de la loi sur la copropriété. Donc, il est locataire, mais il n'est pas propriétaire. Donc, il a intérêt de demander l'annulation, mais il n'a pas la qualité parce qu'il n'est pas propriétaire. La même chose par rapport à la protection de la vie privée qui s'éteint au décès de la personne concernée. Donc, les héritiers, ils ont intérêt, mais ils n'ont pas la qualité parce que le défunt ou le décujus ne l'a pas demandé de son vivant. Alors, la qualité et le pouvoir. Donc, l'impossibilité d'agir pour autrui en l'absence d'un pouvoir. Il y a possibilité d'agir en justice pour autrui avec un pouvoir légal ou conventionnel. Donc, on parle ici de tuteur légal. Alors, comment s'apprécie la qualité? Donc, la qualité s'apprécie en la personne du représenté, mais le pouvoir s'apprécie en la personne du représentant. Agir sans qualité, c'est l'irrecevabilité. Les actes de procédure accomplis sans pouvoir, c'est la nullité pour vice de forme. Alors, le demandeur peut-il agir pour la défense d'un intérêt non personnel? C'est possible dans le cadre d'une action oblique, dans le cadre d'une action polienne et dans le cadre d'une action sociale. L'acquisition de l'intérêt pendant le déroulement de l'action. Quel est l'effet de cette acquisition? Automatiquement, elle émine le vice et l'action produit ou produira ses effets. Alors la capacité s'apprécie chez qui exactement? Donc la capacité s'apprécie chez le demandeur et chez le défendeur. Donc il doit s'apprécier et chez le demandeur et bien sûr chez le défendeur. Alors les parties au procès doivent être vivants au moment de la délivrance de l'assignation. Ça veut dire une indivision ne peut pas agir en justice car il n'a pas de personnalité juridique. Ça veut dire pour agir en justice, il faut avoir une personnalité juridique. Le majeur en curatelle doit être assisté. Oui. Le majeur en tutelle et le mineur doivent être représentés. Quel est le sort de défaut d'intérêt? Donc le défaut de l'intérêt, il peut être soulevé devant tous les degrés des tribunaux, même pour la première fois au niveau de la Cour de cassation. Est-ce que le tribunal peut l'invoquer d'office? Oui, effectivement. Un intérêt légal protégé, qu'est-ce qu'on entend par un intérêt légal? C'est un intérêt protégé par la loi.
comme le droit de passage, le droit de préemption. La capacité et la majorité. Donc la majorité, elle est liée, bien sûr, à l'âge. L'incapable, il est soumis aux règles, soit du tutelle paternelle ou maternelle, soit du tutelle testamentaire, soit du tutelle dative. La porte volontaire ou la perte volontaire de la raison, bien sûr, telle la responsabilité, ou plutôt la perte volontaire de la raison, et est-ce qu'elle dégage-t-elle la responsabilité? Une personne qui perd volontairement sa raison, est-ce qu'elle entraîne l'irresponsabilité ou est-ce qu'il dégage la responsabilité? Bien sûr que la perte volontaire de la raison ne dégage pas la responsabilité, donc la personne reste responsable. L'interdiction légale et la levée de la dite interdiction, il doit se faire comment? Il doit se faire par jugement. La décision du juge d'autoriser le mariage avant 18 ans, est-ce qu'il est susceptible de voie de recours? Non. Donc, au contrario, le refus, il est susceptible de voie de recours. Après l'accord, les conjoints acquièrent, bien sûr, après l'accord de mariage avant 18 ans, les conjoints acquièrent la capacité d'ester en justice, bien sûr, même pour la question de partage des biens. Qui a le droit d'ester en justice au nom de l'incapable? Bien sûr, c'est le ministère public, du moment qu'il est partie principale, ou l'incapable conserve ce droit jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de majorité. Le jugement de déclaration anticipée de majorité, est-ce qu'il doit être publié? Oui, il doit être publié à la conservation foncière et il doit être publié au registre de commerce. La mise sous séquestre, est-ce qu'il a un effet sur la capacité? La mise sur ce séquestre n'a aucun effet sur la capacité. L'interdiction légale, quel est l'impact de l'interdiction légale? Il prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée de l'exécution de la peine principale. Et la liberté conditionnelle n'a aucun effet sur la capacité de la personne sous liberté conditionnelle, bien sûr, et il ne retrouve pas, et donc la personne ne retrouve pas sa capacité. Alors, est-ce que la prescription court contre le mineur non émancipé? Bien sûr, la prescription ne court pas contre le mineur non émancipé et les autres incapables jusqu'à l'heure de majorité ou à partir de leur émancipation ou à partir de la nomination d'un représentant légal. La capacité d'une entreprise en difficulté, cette entreprise en difficulté, bien sûr, une fois qu'il y a une ouverture de procédure de redressement ou de liquidation, donc il perd la capacité d'ester en justice. Donc les actions en cours, il faut impliquer le syndic et les nouvelles actions, ils sont intentés directement contre le syndic. Alors, au niveau de la notification, la convocation doit être transmise selon l'un des moyens énumérés par la loi, lesquels? Agent du greffe, huissier de justice, lettre recommandée avec accusé de réception par voie administrative. La notification peut être faite aussi par les clercs de huissier, bien sûr à condition qu'ils soient assurmentés, les agents de l'administration fiscale. Quel est l'effet de la mention non réclamée? La mention non réclamée ne veut pas dire notification. La convocation, bien sûr, est considérée comme recevable, comme valablement notifiée le 10e jour lorsqu'il y a un refus. Lorsqu'il y a un refus, donc après le 10e jour, la notification est considérée comme valablement notifiée. Lorsque le demandeur est introuvable, le juge nomme en qualité de curateur un agent de greffe auquel la convocation est notifiée. À qui la notification est-elle délivrée? Soit au domicile, soit au lieu du travail, soit au lieu où la personne concernée pourrait se trouver, au domicile élu, à la résidence, à défaut de domicile au Maroc. Donc la résidence à défaut de domicile au Maroc vaut domicile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la résidence? C'est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé. La résidence de l'inculpé, c'est la maison d'arrêt.
En cas de pluralité de défendeurs, qu'est-ce qu'il faut faire? La notification est faite individuellement, même en cas de solidarité. Alors, la condition de majorité n'est pas exigée pour la personne à qui la remise a été faite. Alors, le lieu public et notification. Il y a possibilité de notifier dans un lieu public, mais à condition de s'assurer de l'identité de la personne à qui on remis la notification. La remise à domicile peut être valablement faite aux parents, aux serviteurs, aux autres personnes habitant avec le défendeur. Est-ce que la notification peut être faite à un non-voyant? Possible, car l'intégralité physique n'est pas une condition de validité de notification. Le domicile élu, donc quelle est la valeur de domicile élu par rapport aux autres domiciles? Donc le domicile élu prévaut sur le domicile réel ou sur le domicile légal, parce que il est choisi. Le domicile légal de l'incapable, c'est le domicile de son tuteur. Le domicile légal du fonctionnaire, c'est le lieu où il exerce sa fonction. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de la nullité de notification? En cas de défaut des mentions obligatoires. En cas de défaut de signature de la personne qui a reçu. Bien sûr, en cas de défaut de nom de la personne qui a assuré la notification. Donc, la notification du curateur est une voie exceptionnelle lorsque l'adresse de l'intéressé est inconnue. Pas il refuse, pas non réclamé, mais lorsqu'elle est inconnue. Alors, qu'en est-il lorsque la personne a deux qualités? Donc, elle doit être convoquée pour les deux qualités, en sa qualité personnelle, par exemple, et en sa qualité de mandataire social d'une personne morale. Alors, la notification de la personne morale, elle doit être faite au siège social de la société. La notification faite à une société, bien sûr, à un salarié plutôt, la notification faite à un salarié produit ses effets vis-à-vis de la société. Par rapport à la compétence, on parle de compétence d'attribution, on parle de compétence territoriale et on parle de la compétence selon la valeur du litige. Donc le juge de proximité statue sur les affaires personnelles mobilières et qui n'excède pas, dont la valeur n'excède pas 5000 dirhams. Donc, pas de juge de proximité, pas de compétence de juge de proximité en matière de statut personnel, en matière immobilière, en matière des affaires sociales et en matière des expulsions. Donc, en cas de fractionnement des droits, afin de bénéficier de la compétence du juge de proximité, le demandeur ne saura accéder qu'à ses demandes initiales. Donc, le jugement de juge de proximité n'est pas susceptible de voie de recours, mais une demande en annulation peut être présentée dans des cas bien énumérés par la loi lorsque le juge n'a pas respecté sa compétence, il a outrepassé sa compétence, il n'a pas fait une tentative de conciliation, il a statué sur une chose non demandée, il a statué malgré sa récusation, il a statué sans s'assurer de l'identité des parties, il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu'il a été notifié. Bien sûr, il y a des dispositions contraires ou lorsqu'il y a des dispositions contraires dans la même décision et en cas de dol. Le litige à valeur déterminée. Donc, le tribunal de première instance est statué en premier ressort à charge d'appel devant les chambres d'appel de tribunal de première instance des demandes jusqu'à valeur de 20 000 dirhams. En premier ressort et à charge d'appel devant la cour d'appel pour les demandes supérieures à 20 000 dirhams. Alors, le domicile de la personne physique, c'est le lieu de son habitation principale ou le centre de ses affaires ou de ses intérêts. Sont exclus de la compétence du tribunal de commerce les affaires relatives aux accidents de circulation et en cas d'accord entre le commerçant et le non-commerçant, la compétence peut être attribuée au tribunal de commerce. Qu'en est-il par rapport à l'arbitrage? L'arbitrage, quelles sont les caractéristiques de l'arbitrage?
L'arbitrage est une procédure consensuelle. Les parties choisissent les arbitres. L'arbitrage est une procédure neutre où il y a la neutralité. L'arbitrage est une procédure confidentielle. La décision de tribunal arbitral est une décision définitive. Alors, la compétence d'attribution et sa relation avec l'ordre public. Là, il y a des tendances, mais on va citer, ça veut dire l'approche la plus défendable. Toute exception d'incompétence en raison de la matière ou du lieu doit être soulevée par les parties avant toute exception au moyen de défense au fond. Premier argument. L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge, peut-être, pas doit, peut être prononcée d'office par le juge du premier degré. Donc il ne peut être invoqué en cause d'appel dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Donc le seul cas où il peut être prononcé, c'est le cas d'un jugement rendu par défaut. Alors le demandeur à l'exception est tenu obligatoirement de faire connaître sous peine d'irrecevabilité la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée. Et aussi, la volonté joue un rôle très important pour dire que cette compétence ne relève pas de l'ordre public, du moment que le commerçant et le non-commerçant peuvent convenir d'attribuer la compétence au tribunal de commerce. Alors, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond. La compétence territoriale appartient au tribunal de domicile réel ou de domicile élu du défendeur avec des dérogations. En matière immobilière, le tribunal de la situation compétent est le tribunal de la situation de l'immeuble. En matière de travaux publics, le tribunal du lieu où les travaux sont exécutés. De réparation de dommages devant le tribunal où le fait dommageable s'est produit ou devant celui de domicile du défendeur, choix est laissé bien sûr au demandeur. Devant la société, devant le tribunal du lieu du siège social de la société, au niveau de redressement judiciaire, le lieu de l'établissement principal de débiteur ou de l'entreprise en difficulté. Alors par rapport au jugement, le jugement doit exposer obligatoirement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé et il énonce la décision sous forme d'un dispositif. Alors l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de jugement ne peut entraîner automatiquement sa nullité. Les parties d'un jugement, quelles sont les parties d'un jugement? Il y a l'entête, il y a l'exposé des litiges, il y a la motivation, il y a le dispositif. Alors la demande, c'est un acte du procès par lequel le juge est saisi d'une prétention. La prétention, c'est l'objet de la demande. Donc il détermine l'objet du litige et les limites de la saisine selon l'article 3 du Code de procédure civile. Alors le moyen, c'est l'énonciation par une partie d'un acte ou d'un raisonnement juridique. Qu'est-ce qu'on entend par la motivation? C'est une motivation il doit être intrinsèque à la décision, il doit être précise, il doit être pertinente, il doit être impartial. Comment doit être le dispositif? Il doit être complet, il doit être précis, il doit être exprès. Le dispositif constitue-t-il un titre exécutoire? La réponse est oui. Alors, quels sont les types de jugements? Il y a les jugements délibérés, il y a les jugements sur siège. Quelle est la classification des jugements? Il y a les jugements de premier degré, jugements de dernier ressort, les jugements réputés contradictoires et jugements par défaut, il y a les jugements définitifs et des jugements avant dire droit. Alors les jugements de premier ressort, c'est le jugement dont la valeur est déterminée ou supérieure à 20 000 dirhams. Jugement en dernier ressort, affaire égale ou inférieure à 20 000 dirhams. Jugement définitif, qui tranche le litige ou apporte une solution juridique aux questions soulevées par les litigeants. Jugement contradictoire ou jugement par défaut, donc le jugement contradictoire en la présence des parties,
jugement par défaut, là, faites attention, c'est uniquement en l'absence du défendeur. Le jugement avant dire droit, c'est un jugement provisoire, ne donne pas de solution à une question litigieuse, mais il protège uniquement l'intérêt des parties. Alors, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été notifié en personne, mais il n'a pas assisté. Alors, quels sont les effets de jugement? C'est le premier effet par rapport au juge, c'est qu'il dessaisit le juge parce qu'une fois qu'il est rendu, il est doté de l'autorité de la chose jugée. Alors, l'autorité de la chose jugée, il s'attache uniquement au dispositif de jugement. Alors, quelles sont les conditions de l'autorité de la chose jugée? Donc, la chose demandée doit être la même. La demande doit être faite sur la même cause et la demande doit être formée par les mêmes parties et contre les mêmes parties. Ça veut dire qu'on doit avoir l'unification ou l'unité des parties de l'objet et de la cause de la demande. Alors, les procédures spéciales ou présidentielles, qu'est-ce qu'on entend par procédure spéciale ou procédure présidentielle? Là, on parle de l'ordonnance sur requête, telles que les sommations, les constats, les six et arrêts, l'injonction de payer, les procédures de référé, qui sont des procédures contradictoires. Ici, on va faire la distinction, quelle est la distinction entre les ordonnances sur requête et les procédures de référé. En matière de référé, la procédure est contradictoire. En matière des ordonnances sur requête, donc le juge statue en l'absence des parties. Quelle est la valeur du PV de l'audience? Donc le PV de l'audience, il fait foi. Donc s'il est non signé, il n'a aucune valeur. Et comment on peut contester ce PV d'audience du moment que le PV d'audience est un acte authentique, c'est un PV authentique, il ne peut être contesté que par le biais d'une action de faux en écriture publique. Et sur ce, je vous remercie et je vous souhaite très bonne chance.